Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coffee Shot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michel de Gemway qui vient nous partager un petit peu sa vision de l'extra-financier, la façon dont sa société le perçoit, l'utilise, communique autour de ces problématiques. Bonjour Michel. Bonjour Paul. Alors la première question, comme d'habitude, c'est on va dire depuis combien de temps vous intéressez-vous à l'extra-financier ? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur ce sujet ou en tout cas d'explorer ce monde ? Alors, d'abord, nous, on gère Gemway Assets, nous sommes une société de gestion, nous gérons 1,8 milliard exclusivement dans les marchés émergents. Un fonds global émergent, un fonds Asie, un fonds Chine depuis 9 ans. Ce qui nous a donné envie, c'est que la gouvernance, déjà, qu'on commence que par celle-là, c'est capital dans les émergents. Donc, quand vous avez un problème de gouvernance, le titre, il peut perdre 40-50% en un mois. Donc, je dirais, ça fait 30 ans que Bruno Vanier, mon associé, le président de Gemway Assets, qui s'occupe de la partie gestion, a la gouvernance comme premier critère d'investissement. Ça a de tout temps été son premier critère. Après, l'ESG, plus globalement, on s'y intéressé en 2014. En 2014, on a voulu avoir une approche un peu plus globale parce qu'on a vu que le E montait en puissance, ça faisait un petit peu de temps déjà que le E était monté en puissance au Brésil, en Chine, et le S aussi commençait à exister. Donc, on a écrit notre approche stratégie ESG en 2014, on a signé les UNPRI, on a signé avec le CDP, Carbon Disclosure Programme, et on a signé avec Sustainalytics comme fournisseur extra-financier. D'accord, alors vous nous avez parlé effectivement que la gouvernance était au cœur des préoccupations de Gemway. Alors, et puis ça se comprend parce que comme vous le disiez, sur les marchés émergents, c'est pas non plus des marchés où il est toujours facile de parler extra-financier dans son ensemble, d'avoir une vue holistique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours cette surpondération, on va dire, ou ce critère prépondérant sur la gouvernance, ou bien est-ce que aujourd'hui vous êtes enfin, je veux dire tous les aspects sont écus importants. Est-ce que voilà, comment vous considérez aujourd'hui les différents critères ? Alors, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi vous avez fait le ESG. On l'a fait aussi et surtout pour gérer les risques. Parce que l'approche ESG est aussi, à côté de valeurs, à côté de tout ce qu'on peut mettre à côté, est une approche risque. Et sur les trois domaines, on peut avoir des risques. On peut avoir des risques environnementaux. Vous avez une société comme Vale qui fait du minerai de fer au Brésil, qui va avoir des barrages pour son activité. En 4 ans, il y a 2 barrages qui ont cédé. À chaque fois, c'est des vallées inondées, des centaines de morts, des espèces parfois endémiques qui disparaissent. Donc, on est devant un vrai problème environnemental. Et accessoirement, au niveau du cours de bourse, évidemment, chaque fois qu'un barrage cède, vous avez moins 20, moins 30. En social aussi, on a des problèmes. Donc, on a les 3 problèmes. Nous, on regarde les 3 choses. Par contre, en pratique, c'est en effet un peu plus souvent des points très positifs ou très négatifs, parce que là on regarde les points négatifs, mais il y a des points d'amélioration aussi. Et souvent le cas d'investissement est un cas d'amélioration de gouvernance. Donc pour répondre, on regarde les deux, on regarde les trois, on pondère à peu près de manière comparable, mais très souvent des éléments discriminants arrivent quand même dans la G. Je pourrais vous citer 50 exemples de G pour 4-5 exemples de E. Alors, c'est vrai que vous avez une démarche, on va dire, en 2 temps, enfin, si je puis dire, puisque comme vous nous l'expliquez, au démarrage déjà, la gouvernance avait déjà un rôle à jouer important dans vos critères de sélection. En 2014, vous avez élargi un peu plus aux autres critères extra-financiers. Mais quand vous êtes lancé, alors soit en 2014, soit avant, quelle a été parce que quand on se lance dans une nouvelle démarche, on fait toujours des boulettes. Et moi, j'aime bien demander quelle a été la boulette qu'a fait Gemway. Je sais pas, avoir voulu mixer trop de sources de données, faire confiance à un seul fournisseur, je sais pas. Ou quelle a été la boulette que vous retiendriez dans ce que vous avez parcouru ? La boulette, c'est en effet sûrement de faire trop confiance aux fournisseurs de données extra-financières. J'en veux un exemple. Et donc, en extra-financier, on travaille avec Sustainalytics, je le dis, avec Trucost, sur tout ce qui est empreinte carbone, qui, dans les 2 cas, pour nous, sont des gens de grande qualité. Mais on s'est rendu compte, par exemple, avec Trucost, qu'on avait un titre qui avait une empreinte carbone qui n'avait rien à voir avec la réalité. Nous, on observait par ailleurs et ce qui semblait être la réalité. Et donc, je vous la fais courte parce qu'on n'a pas trop de temps, mais après des rencontres avec la société, avec Trucost, on a réussi à faire diviser l'empreinte carbone par 10. Ouais. Ça, c'est un problème qu'on a connu au début. On parle de 2014. Au début de 2014, c'est moins le cas aujourd'hui, on avait des fournisseurs extra-financiers qui ont voulu très vite couvrir l'ensemble de la base. Les titres émergents, c'est 22 000 titres cotés. Donc, vous voyez, nous, on est très pointus. Pourquoi on fait ça bien ? Parce qu'on a 53 titres en portefeuille.
Et les 53 titres, on les voit. Tous les mois, on a un gérant qui part une semaine à 15 jours sur place. On voit 400 sociétés par an. Évidemment, quand vous êtes trop cost ou Sustainalytics, vous en suivez 22 000, c'est pas facile. Et quand on les voit une fois par an, c'est déjà très bien. Donc on a au début peut-être un peu trop fait confiance. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait deux limites, mais qu'il faut connaître. C'est la première, ça, sur le fait qu'il y a parfois des titres qui passent à travers la raquette et que finalement, il ne faut pas prendre le chiffre, il faut le diviser par 10. c'est pas pareil quand même. Ouais, c'est clair. Et puis deuxièmement, c'est que parfois, on a un aspect capacitif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une très mauvaise nouvelle, ça arrive vite. Vous avez un barrage qui s'effondre chez Vallée, vous avez une annonce. Bien sûr. Par contre, lorsqu'il y a une amélioration de gouvernance, très souvent, les notations restent sur ce qui s'est passé il y a 10 ans, 5 ans, et ne prennent en compte en négatif des points qui n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui. Alors, soit parce qu'il n'y a pas eu de reset depuis un an, et que nous, on a revu les sociétés depuis, qu'il y a des raisons de faire des resets, soit parce que c'est un peu plus long. Voilà, donc c'est ça qu'il faut adapter, et c'est pour ça que dans notre approche, alors, tous nos fonds sont tous les faire, hein, on n'est pas beaucoup sur les émergents. Hein. Je vous disais qu'on avait un fonds Chine tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 2 fonds Chine dans le monde, enfin, label ISR français, qui ont le label. Ayant cette approche-là, c'est vrai qu'on est particulièrement attentif à avoir une approche entrepreneuriale forte, avoir un discours avec les dirigeants et avoir de plus en plus d'impact à notre petit niveau. C'est-à-dire que, vous voyez, on gère 1,8 milliard. On ne va pas expliquer à M. Jacquemin comment il faut qu'il gère Alibaba. Enfin, il faut raison garder dans tout ça. Bien sûr. Mais par contre, un exemple en termes de suivi ESG, on suit des critères, hein, puisqu'on est ISR V2, donc on a 2 critères sur lesquels on s'engage à être plus performant que le marché, que les indices. En termes d'empreinte carbone, CV, on a le quart. Donc on est 4 fois moins carboné que ne peut être l'indice émergent, c'est pas mal, c'est beaucoup. Et on a un deuxième critère qui est un critère de taux de féminisation des boards. Parce qu'on, d'abord, we do what we preach. Chez Jean-Louis, nous sommes 12, 6 femmes, enfin 50% de femmes. Ce n'est pas un ratio, hein, mais bon, on trouve que ce sont des personnes de grande qualité. On est ravis d'être entourés. Dans les boards émergents, on est à 12%. Oui, on n'est pas du tout à la parité. Bien sûr. Et donc, on a pris une résolution depuis le début de l'année, c'est que quand on nous demande de renouveler des membres de board, lorsqu'il y a plusieurs renouvellements, il y en a souvent un qui est une excellente qualité qui serait un point négatif pour l'entreprise si on ne le renouvelait pas, on va voter pour. Par contre, s'il y en a un ou deux autres de plus, alors que le taux de féminité n'est pas 10%, on vote contre systématiquement. On va laisser passer celui qui a un profil, voilà, ce serait point négatif pour l'entreprise de ne pas l'avoir, mais tous les autres, on vote contre. Et là aussi, on gère un peu moins de 2 milliards ou 2 milliards de dollars, si vous voulez, mais assez souvent, les sociétés reviennent vers nous. Ils disent, pourquoi vous votez contre? Vous voyez, dans le Golfe ou en Chine, ce n'est pas évident que des gens s'opposent à des administrateurs hommes qui ont a priori un bon CV. Oui, c'est clairement. Et alors, est-ce que j'ai tendance à demander aux sociétés de gestion quelles seraient leurs spécificités? Alors, on en a déjà parlé ensemble. Donc, tu disais, voilà, vous faites de l'émergent, vous faites de l'extra-financier sur l'émergent. Vous avez commencé effectivement sur les critères de gouvernance et vous avez augmenté pour avoir une vue un peu plus holistique. Tu as mentionné quelque chose, c'était sur le fait que les bonnes nouvelles étaient rarement promulguées aussi vite que les mauvaises. Est-ce que du coup, ça, c'est un process chez vous qui est une spécificité qui vous permet on va dire, d'utiliser votre savoir au-dessus quelque part, on va dire, prioriser votre savoir, votre connaissance de la société par rapport aux fournisseurs de données extra-financières, ou qu'est-ce que serait la spécificité que tu voudrais qu'on retienne? Alors, pour aller sur ce que tu viens de dire, ça, on en a fait quelque chose, c'est qu'on utilise Sustainalytics pour les notations. Par contre, toutes les sociétés en portefeuille, c'est nous qui les notons. Puisqu'on est plus proche, qu'on est plus réactif, qu'on suit mieux ce qui se passe, on va prendre la matrice Sustainalytics et on va mettre nous-mêmes les sous-notations. Enfin, pour ceux qui connaissent, hein, vous avez 30 à 50 critères sur la société et le pays. On va prendre les 30-50 critères, les mêmes, souvent les mêmes pondérations entre les critères. Par contre, on va noter chaque critère indépendamment avec un vrai argumentaire et pourquoi on a ça. La spécificité, je dirais que la spécificité de GMOS, c'est de se dire que nous ne voulons pas d'analyste extra-financier pur. Alors, je vais être tout à fait franc avec toi. Il y a 10 ans, enfin, il y a 5 ans, on n'avait pas le moyen de se les payer, de s'acheter 2-3 analystes en plus. Aujourd'hui, on pourrait, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne veut pas avoir 2 blocs qui s'opposent avec l'analyste financier qui va nous dire parce que vous voulez, Alibaba, c'est génial, il y a un fort potentiel, ça a bien baissé, ça peut revenir, et l'extra-financier qui va dire, mais vous n'y pensez pas, regardez, la gouvernance, on a eu des problèmes depuis l'introduction, etc. Et puis, in fine, 2 blocs qui sont un peu opposés, antagonistes. Évidemment, c'est mon associé Bruno, qui est patron de la gestion, qui, in fine, va arbitrer, qui peut-être, dans la tendance actuelle, arbitrera en faveur de l'ESG. Mais on ne veut pas être des ayatollahs de l'ESG non plus.
On est plutôt en best in class. Je vous ai donné des critères tout à l'heure sur notre empreinte carbone. On est parmi les très bons élèves, mais on ne veut pas se priver de performance non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire un portefeuille avec les meilleurs titres ESG au détriment de la performance. Donc, résultat, plutôt que d'avoir ce risque d'antagonisme sur certaines sociétés, et souvent sur les cas les plus intéressants d'ailleurs, avec le plus fort potentiel, ce qu'on fait, c'est que nos analystes ont les deux casquettes. Donc, lorsqu'ils vont voir une société, les 400 entretiens dont je vous parlais, il y a un volet ESG. Mais c'est la même personne qui en elle-même, dans son fort intérieur, si j'ose dire, avec ses connaissances financières et son approche de est-ce qu'il y a du upside ou pas, mais aussi avec le savoir, en sachant très bien que c'est pas parce qu'il faut être ESG, c'est parce que s'il y a un problème ESG, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se voit de suite dans le prix. Donc, il faut tenir compte des deux, et c'est elle-même qui va pouvoir faire la balance, si j'ose dire. On trouve que c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Et alors, pour le mot de la fin, ça serait, j'ai tendance à demander, qu'est-ce que tu vois, quel est l'avenir alors de GMWay sur l'extra-financier, mais même au-delà, pour toi, quel est l'avenir de l'extra-financier? Vers quoi on va tendre et pourquoi il faut y aller? Alors, et pourquoi il faut y aller? Ça paraît évident. Hein. On a aujourd'hui une conscience qui s'éveille. On s'est rendu compte, hein, on dit il y a quelque temps que les hommes s'étaient rendu compte qu'ils avaient une peau. On s'est quand même rendu compte qu'on a une planète. Et donc, je crois que là, c'est maintenant bien ancré, en particulier dans les jeunes générations et pas mal aussi dans les nôtres. Donc, c'est une évidence. Comment le faire intelligemment? Je pense qu'il faut être très près des sociétés, hein, parce qu'on trouve des cas, il faut rencontrer, re-rencontrer, reposer des questions. Enfin, et il faut vraiment être très curieux. Hein. C'est aussi un aspect de curiosité, l'extra-financier. Il faut aller chercher des choses qui sont peut-être pas évidentes. L'avenir, deux choses. D'abord, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire et à tous les niveaux. Hein, je ne pense pas qu'il faille se dire je gère que ça, donc de toute façon que je vote pour ou contre, ça ne va pas changer grand-chose. On vote dans 70% des conseils de nos sociétés. 70%, pas mal. Hein. Et c'est important, et c'est capital. S'exprimer, de voter contre. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, il y en a d'autres. Et évidemment, avoir une vraie activité actionnariale. Et je pense qu'engagement impact, on va aller de plus en plus vers ça. Et puis en face de ça, on a beaucoup parlé de greenwashing ou autre, mais là, il faut se rendre compte qu'on est en train d'en préparer aussi. Donc là, il est nécessaire d'avoir deux choses. La première, c'est quelque part un label européen. Évidemment qu'ils font la label ISR, mais on voit bien qu'entre notre approche ISR et l'approche allemande, par exemple, qui est plutôt très exclusivement eux, si je simplifie à mort, c'est pas facile de trouver un point commun. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas ce label ISR en commun, beaucoup de nos clients à l'étranger, des gérants de fonds de fonds, des multigérants, des gens comme ça, disent oh là là, c'est trop compliqué, l'ISR allemand. Alors pourquoi, si je fais un fonds d'aide émergente, s'il n'y a pas 30% de corporate, je n'ai pas l'ISR en France, mais je peux l'avoir au Luxembourg, enfin bref. Et puis la qualité n'est pas la même l'italien. Donc je n'y comprends rien. Résultat, qu'est-ce que je fais? Je prends SFDR. SFDR, c'est très bien. Le problème, c'est que SFDR, c'est déclaratif. Et là, on l'a vu avec des WS, et malheureusement, je crains qu'on le voit un petit peu encore à l'avenir. Ben oui, vite, un contrôle. Comme pour l'ISR. Ok, je suis SFDR 9, 8 ou 9, mais j'ai un contrôle derrière. Enfin, il y a quelque part quelqu'un qui vérifie qu'on fasse les choses à peu près correctement. Nous, on a été labellisés dès le début parce que je trouve que c'est valorisant, enfin, c'est clair dans l'engagement avec le client de dire on est ISR, on exclut 20% des sociétés les moins bien cotées et on est vérifié tous les mois, enfin tous les ans sur des bases mensuelles par des structures extérieures qui n'ont rien à voir avec nous, EY en l'occurrence. Il manque ça au niveau de l'Europe. Quelque chose qui permette de ne plus avoir ces problèmes. Un référentiel international. Un référentiel international, en fait, en quelque sorte. Pour pouvoir comparer des choses comparables. Un gendarme. Un gendarme aussi, effectivement, qui vient avec. Comme vous voulez. Je comprends, effectivement. Je pense que, de toute façon, tu as raison. Hein, l'avenir, les derniers événements nous montrent que l'avenir va dessiner ce genre de choses. Hein. Il y a encore trop de gens qui sont pris la main dans le sac pour qu'on puisse tirer un trait sur la régulation et sur les contrôles. Et je pense qu'effectivement, ça va se démultiplier. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps parce que voilà, on arrive déjà au bout de ce coffee shot. Hein, comme promis, c'est quelques minutes pour apprendre à découvrir la vision d'une société. Aujourd'hui, GMWay, qui a une approche vraiment très particulière sur mix émergent et extra-financier. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau coffee shot. Merci beaucoup, Michel, et puis à bientôt à tous. Merci, Paul. Au revoir. Cause aside from my soul